Maroun Aidé nous a rejoint, La mémoire coupable. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. C'est publié aux éditions Bouquin. C'est vrai que les gens de notre génération ont un peu le blues en ce moment sur le débat intellectuel, culturel du pays, parce qu'ils ont connu une autre France et que souvent ce qui se passe, ce qui se dit, nous rend tout simplement tristes. Et votre livre vraiment est au cœur de cela. Vous écrivez de prime abord la guerre d'Algérie, le génocide rwandais, le code noir de Colbert ou la révolution industrielle n'ont pas de lien entre eux. Mais le traitement que l'on en fait aujourd'hui dans l'espace public découle du même mouvement, l'obsession de notre époque à juger les époques passées et à vouloir se poser en réparatrice de leurs torts. Nos sociétés se positionnent comme justicières a posteriori de crimes dont les coupables, comme les victimes, ont disparu parfois depuis longtemps. Et moi, j'ajouterais, je veux dire, ce manque de culture, d'intelligence, de prendre des lunettes de 2020 pour juger 1720 n'a aucun sens. On n'imaginait même pas qu'on serait obligé aujourd'hui de juger le passé avec des lunettes d'aujourd'hui. Oui, et surtout, on peut se demander où est-ce que ça peut s'arrêter, parce que vous avez des discours qui nous expliquent, par exemple, que Napoléon était sexiste, il était homophobe, et donc ce sont des valeurs de notre temps. C'est évident que les autres époques n'avaient pas nos valeurs, et il faut se demander ce que peut apporter ce jugement anachronique de l'histoire, parce que finalement, on va que garder les 3 dernières années avec lesquelles on est d'accord, et on finira par être jugé nous-mêmes dans 10 ans, lorsque les valeurs auront changé à nouveau. Je suis d'accord avec vous et vous écrivez quelque chose qui m'a frappé, qui est assez juste plus loin. La race a remplacé la classe socio-économique. Avec la chute du marxisme et la résurgence des conflits identitaires, la race s'est progressivement substituée à la classe comme grille de classification des groupes sociaux. Du point de vue politique, les individus sont désormais moins regroupés en fonction de leur situation socio-économique et davantage en fonction de leur appartenance culturelle. C'est l'essor de ce que l'on nomme aux États-Unis les identity politics, avec des clivages politiques fondés sur les conflits culturels et identitaires. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que la gauche s'est cassée la figure. Et oui, mais moi, cette période-là, alors, moi j'ai le sentiment qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'elle va durer longtemps. Et que pour nous, c'est notre génération de ces gens qui sont nés dans les années 60, ça forme une forme de tristesse, je le disais tout à l'heure, parce que l'intelligence est mise de côté, la culture, l'histoire. On se sent exilé de ce genre de débat. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, la façon dont aujourd'hui, donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis, comme vous le disiez, les identity politics, dont la race devient constitutive. Finalement, on a l'impression que toutes les personnes qui ont un passé commun forment le même groupe. Et donc on peut avoir tendance, quand vous avez par exemple, il y a des politiques de discrimination positive, on met un acteur noir à Hollywood, on pourrait se demander ce que ça change à la vie d'un chômeur de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, du point de vue des États-Unis, finalement, comme c'est désormais la race qui est le groupe dominant, pour eux, c'est des politiques qui bénéficient à tout le monde. En France, on n'est pas encore tout à fait passé à ça. On a vu que certains ont essayé pour ces élections de plutôt parler surtout des sujets identitaires. Les Français restent quand même attachés aux considérations de pouvoir d'achat, aux considérations de société. Mais les minorités actives sont très présentes, très puissantes aujourd'hui, et peut-être que ce sera un des sujets ces prochaines années. Vous avez lu L'Archipel français de Jérôme Fourquet? Bien sûr. C'est un livre qui disait ça avec beaucoup de calme, et qui disait il y a une communautarisation par en bas. C'est un processus peut-être irréversible et naturel, civilisationnel. Alors on peut regretter en disant mais c'était de mon temps, ça n'existait pas. Moi je veux bien, mais c'est un processus. Je veux dire que aucun pays n'est éternel, rien ne dure. On peut le refuser. Je pense qu'on va effectivement vers un monde différent, un monde qui sera peut-être marqué par l'éclatement des États-nations et par la mise en avant de communautés, et on aura une révolution de l'identité. Dit Michel Maffezon. Mais je pense qu'il a tout à fait raison. On alimente nous-mêmes aussi ce communautarisme. Parce que, comme je dis dans le livre, le fait de donner un tel poids aux crimes du passé et de considérer que les descendants de coupables sont coupables et les descendants de victimes sont victimes, ça fragmente aussi la société aujourd'hui. Ça encourage les phénomènes d'auto-accusation, ça encourage la concurrence victimaire. Et comme on croit nous-mêmes plus dans le fait que nos valeurs puissent être universelles, c'est difficile d'essayer... Oui, mais encore faut-il que se battre pour notre histoire, pour nos valeurs. Lorsque vous avez un président de la République qui parle de crimes contre l'humanité, lorsque la France était en Algérie, forcément, ça mériterait pour le moins plus de nuances, me semble-t-il. Ce qu'il a fait après en nuançant c'est ça, il est le travail mémoriel.
C'est intéressant de voir comment Emmanuel Macron a progressivement appris par rapport à ça. Oui. Parce qu'au début, donc, Il ne le dirait plus aujourd'hui, sans doute. Il ne le dirait plus aujourd'hui parce qu'il s'est également rendu compte que le gouvernement algérien lui-même instrumentalise les excuses françaises parce que pour se maintenir au pouvoir sur une vision un peu mythifiée du récit d'indépendance, on voit même dans l'hymne national algérien, il y a toute une strophe qui est une strophe d'avertissement et de menace envers la France. Et qui le chantent tous les matins dans les écoles. Ils disent « Ô France, ton heure est venue, écrivez-le avec le sang des martyrs, enseignez-le aux générations à venir ». Évidemment, ça a été écrit pendant la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que le gouvernement tient encore aujourd'hui à enseigner ça dans les écoles. Les Algériens eux-mêmes ne sont plus dupes. On voit bien les mouvements de contestation populaire. La jeunesse algérienne demande autre chose, elle demande de l'avenir. 90% des Algériens aujourd'hui, c'est un pays très jeune, n'ont pas connu la guerre. Mais à chaque fois que la France revient avec des excuses, le gouvernement algérien est évidemment trop content d'utiliser à nouveau la France comme bouc émissaire. Emmanuel Macron a fini par apprendre, et d'ailleurs c'est assez drôle comment il a même fini par critiquer publiquement le gouvernement algérien en disant vous êtes une oligarchie militaire qui fonctionnait sur une rente mémorielle. Bon, il a fini par revenir sur ça. Il avait raison. Mais construire une identité nationale, comme vous expliquez là, l'Algérie, c'est vraiment extrêmement intéressant. Construire une identité nationale sur l'idée sur laquelle il faudrait prendre une revanche, l'histoire nous enseigne que ça peut conduire à des choses extrêmement dangereuses. Par conséquent, si en face, l'Occident s'autoflagelle et fait acte de contrition en permanence en expliquant que nous sommes à l'origine de tous les maux du monde alors que ce n'est pas vrai, effectivement, ça peut créer des tensions extrêmement graves, surtout si les élites occidentales, comme c'est le cas avec les élites capitalistes, universitaires, par certains égards médiatiques, versent dans cette repentance et dans ce décolonialisme. Vous écrivez le passé rétréci à vue d'œil jusqu'à ce qu'histoire contemporaine et présent se confondent. Telle est l'impasse à laquelle mène la fermeture d'esprit qui consiste à n'accepter que les époques qui correspondent parfaitement à nos valeurs et à rejeter en bloc ce qui diffère même marginalement de notre système de pensée. Ce nouveau manichéisme pose d'autant plus problème que le coupable est souvent désigné par avance. Quel que soit le crime, son responsable est toujours le même, l'Europe, l'Occident, les Blancs, soit plusieurs façons différentes de nommer une même chose. Oui, donc le fait que le passé rétrécisse à vue d'œil, c'est... Parce qu'on a cette forme de cancel culture qui est appliquée à l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus vraiment à expliquer ou à comprendre, mais plutôt à juger et à condamner. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, finalement on ne veut plus en entendre parler, on peut avoir ça avec le déboulonnage des statuts. Et par rapport à l'Europe, je pense l'Europe peut avoir une fierté d'avoir aujourd'hui eu une lecture critique de son histoire, mais un des problèmes, c'est que comme l'Europe est la seule à faire ce travail de relecture critique de ses propres crimes. On ne voit pas la Chine le faire, on ne voit pas l'Inde le faire, on ne voit pas non plus les pays arabes le faire. Comme elle est la seule à le dénoncer, elle est de son point de vue la seule à paraître coupable. Et comme on ne croit même plus dans l'université de nos propres valeurs, on n'ose même plus aller juger les autres. Et donc finalement, on entre dans un cercle où on s'autoculpabilise. Et ces jeunes générations qui vont être nourries à ce lait-là, ces jeunes issus de l'immigration qui vont entendre toute la journée que les Blancs, l'Occident, l'Europe, c'est mal conduit, ce ne sera pas sans conséquence lorsque ces jeunes gens vont avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je pense que c'est pour ça que c'est très important d'enseigner l'histoire, d'enseigner réellement l'histoire de ces époques, mais de façon... de l'enseigner sans jugement, de l'enseigner, de donner tous les matériaux pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre histoire. Si on oui, prend, mais vous voyez bien que c'est difficile dans les cours aujourd'hui. C'est ce qu'on nous rapporte, en tout cas, la grande difficulté dans... Il y a mais parce que c'est aussi enseigné de façon parfois biaisée déjà. Et si on prend par exemple l'exemple de l'Algérie, on a les harkis, par exemple. Il y a assez peu de descendants de harkis aujourd'hui qui savent réellement quelle était l'histoire de leurs parents ou leurs grands-parents, tout simplement parce que nous, on n'a pas vraiment écrit cette histoire, c'est l'Algérie qui l'a imposée, et puis le général de Gaulle aussi était bien content d'avoir un peu ce mythe-là. Et donc, le mot harki est devenu très péjoratif aujourd'hui, c'est l'équivalent d'Algérie de collabo, alors même que les harkis, il y en a 150 000 qui ont été tués, n'étaient pas forcément des combattants, c'était aussi des gens qui étaient des fonctionnaires, des instituteurs, qui juste travaillaient pour un État qui du jour au lendemain est devenu l'État ennemi. Et je pense que c'est très important si on enseigne aux écoles cette histoire-là, mais aussi la faute de la France dans l'abandon des harkis, mais sans se culpabiliser, simplement donner des éléments pour que chacun... Vous l'avez dit, la France peut-être n'est pas suffisamment confiante en son histoire, en ses valeurs. Par exemple, sur la réalité de la traite négrière, ce que vous dites, la traite négrière n'est pas unique, mais triple. À la traite européenne, s'ajoutant une traite arabe et une traite intra
africaine. Les Africains ne constituent en effet pas un groupe homogène. Certains ont bénéficié de la traite et l'ont en partie orchestrée. D'autres en ont été les victimes. D'autres encore ne l'ont pas connu. Seulement 2% des esclaves ont été capturés par les Européens eux-mêmes. Les autres étaient déjà esclaves de chefs africains quand ils ont été revendus aux marchands européens. Quant à la traite menée par les Arabes, elle précède largement l'arrivée des Européens sur le continent et s'est terminée après leur départ. Donc ça, c'est la vérité historique. Mais si vous dites ça aujourd'hui dans une classe, Vous l'apprenez pas à l'école, ça. à des gosses de 12 ans, de 15 ans, vous avez la révolution peut-être dans la classe. Il peut, donc effectivement, il y a même des historiens qui ont parfois eu des problèmes avec la justice pour avoir tenu ça. Ces discours, c'est vrai que c'est un sujet compliqué que je développe dans le livre, mais effectivement, il y a eu... les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu 17 millions d'Africains qui ont été réduits en esclavage par les pays arabes, une traite qui est du 7e siècle jusqu'au 20e siècle, donc 13 siècles. Et l'esclavage intra-africain, on estime que c'est encore davantage, contre 14 millions pour les Européens. Le but n'est bien sûr pas d'essayer d'estimer les torts des uns et des autres, mais vraiment de montrer l'ampleur de ce qui est occulté par notre vision un peu manichéenne, un peu simplificatrice en fait de l'histoire aujourd'hui. Et dans les programmes d'histoire, on étudie le commerce triangulaire, ce qui est normal. On étudie la traite effectivement occidentale, mais ce que vous disiez, la traite africaine, le marché de Zanzibar, marché aux esclaves extraordinaire, on n'en parle pas. La traite intra-africaine, voilà. Bon. Les 13 siècles de Ce traite, livre est on en vraiment parle pas. passionnant. Il est au cœur de tous les sujets d'aujourd'hui. Là, ce que vous appelez l'inquisition mémorielle. Je pourrais dire vraiment beaucoup de passages pour l'inquisition contemporaine. Coup de concession avec une période jugée mauvaise et déjà une compromission. Défendre par exemple que sur certains plans, des pays colonisés ont pu bénéficier de la colonisation tout en condamnant les crimes coloniaux ne suffit pas. La condamnation doit être absolue, unilatérale, sous peine d'être soi-même classé du côté des criminels. Justement, aux éditions Bouquin, Maroun et la mémoire coupable, nous sommes entrés dans l'ère de la repentance, c'est publié aux éditions Bouquin.